Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Daphné et le livre maudit épisode 3. Une histoire qui vous fait voyager à travers 9 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de la Bourgogne-Franche-Comté, des Vosges du Sud aux montagnes du Jura, en passant par la Bourgogne. Dans cet épisode, partez à la découverte de la citadelle de Besançon, considérée comme l'une des plus belles constructions militaires de France. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV entend protéger les frontières du pays et dissuader les ennemis. Il demande à Vauban, son ingénieur militaire, de construire des forteresses. Aujourd'hui, les casernes, prisons et autres espaces dédiés à la défense de la ville sont devenus des lieux de visite, des musées mettant en valeur l'histoire et la biodiversité. Bref, la citadelle de Besançon, c'est un lieu historique et un peu magique. Pour en découvrir les secrets, rendez-vous sur www.bourgognefranchecomté.com. Bonne écoute! De la pulpe du doigt, tu toucheras. De la pulpe du doigt, le sort se propagera. La chair deviendra pierre et le furteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. À la basilique de Vézelay, Daphné et Léo ont fait la connaissance d'Ariane, l'architecte en charge de la restauration du monument. C'est elle qui leur a indiqué comment trouver le tout premier ingrédient de la potion pour sauver l'oncle Étienne, les rayons de solstice. Après avoir suivi le chemin de lumière, Daphné et son cousin ont vu apparaître une formidable boîte au reflet d'arc-en-ciel. Une boîte qui contient les rayons de solstice. À peine Daphné a-t-elle ouvert l'écrin que les dalles l'aspirent, aux côtés d'Ariane et Léo. D'assourdissants tirs de canon résonnent, accompagnés d'un tonitruant « Bienvenue à la citadelle !» Mais que se passe-t-il ? Pourquoi le sol l'a-t-il happé ? Comment un tel prodige est possible ? Autant de questions qui se bousculent dans l'esprit de Daphné. Autour d'elle, l'obscurité est complète. Elle sent son corps tourner encore et encore, comme une toupie. Dans ses mains, elle serre la précieuse boîte pour éviter de la perdre. Soudain, un flash crève les ténèbres, puis un autre, et encore un autre. Elle plisse les paupières très fort pour se protéger des éclairs aveuglants. Au terme de longues secondes, ses sensations s'apaisent enfin. Elle a cessé d'être ballottée dans tous les sens. Quelques joyeux pépiments se font entendre. Précautionneusement, elle ouvre un œil, puis l'autre, pour découvrir un horizon paré d'une chatoyante couleur de saphir. Daphné roule la tête vers la droite. De hauts murs de pierre la dominent. On dirait bien qu'elle a été téléportée une fois encore. Soudain, elle perçoit un bruit de sabots qui se rapproche. Daphné a atterri à plat dos, en plein milieu d'une route. Pas le temps de se relever, elle se projette sur le côté et roule le long d'une petite pente en serrant le coffret pour le protéger. Ouf, elle l'a échappé belle. Daphné percute quelque chose, une chose qui émet un grognement étouffé. Une bête sauvage ? Elle lève la tête. Mais non, c'est Léo, en train de masser sa tempe. Ça fait mal !» gronde-t-il. Sa cousine, soulagée de le retrouver, se jette dans ses bras. « Ouais, bon, ça ira pour cette fois. » conclut-il en la serrant contre lui. « J'ai eu drôlement peur, tu sais. Tu as une idée de ce qui s'est passé ?» Derrière Léo, Ariane émerge, appuyée sur ses coudes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je dirais que nous avons voyagé dans le temps et dans l'espace. L'espace, on connaît. Mais le temps, c'est inédit. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Ariane ? Regarde un peu autour de toi. C'est la citadelle de Besançon, je la reconnais. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Mais elle est différente. Toute la signalisation a disparu. L'éclairage public aussi. Et puis, les chevaux ont remplacé les automobiles. Ça fait beaucoup d'indices, en effet. Concède Daphné en se grattant le menton un peu interloqué. Et si nous tentions d'en collecter d'autres ? Propose Ariane en se relevant. Après tout, nous ne savons pas à quelle époque nous sommes. À leur tour, Daphné et Léo se mettent debout et se dirigent vers un passage gardé par des soldats.
Daphné craint qu'il ne les laisse pas entrer dans le corps de place, l'espace qui réunit l'essentiel des bâtiments. Il faut dire qu'avec leurs habits modernes, nos voyageuses et voyageurs du temps ne passent pas inaperçus. Néanmoins, une idée germe dans son esprit. Elle tend la cassette contenant les rayons de solstice dans leur direction et la fait miroiter au soleil. Après tout, le contenu de cette boîte est magique. Alors pourquoi pas le contenant lui-même ? Son intuition est la bonne. Les sentinelles se figent, l'air béat. Le petit groupe en profite pour se faufiler. Ariane suggère alors de se rendre sur le chemin de ronde. Cela leur permettra de prendre un peu de hauteur et peut-être de limiter les rencontres. Par chance, sur cette voie en haut de la muraille qui protège la citadelle, il n'y a personne. Quant au panorama, il est tout simplement époustouflant. À leurs pieds, le paysage se déploie en vert et en bleu. Les frondaisons des arbres se loftent au pied du Doubs, la rivière qui serpente au pied de l'ensemble fortifié. Ici, tout a été pensé pour défendre la ville, Explique Ariane. Vous voyez, elle a été érigée à l'intérieur de la boucle du Doubs. L'eau sert d'obstacle naturel. Et puis évidemment, il y a la citadelle. Elle a été construite au XVIIe siècle, sur l'ordre du roi Louis XIV. Pour quelle raison ? S'interroge Léo. Eh bien, à cette époque-là, le roi Soleil vient de conquérir la Franche-Comté. Aussi, il veut surveiller cette nouvelle frontière. Alors, il commande à un ingénieur militaire, Vauban, de construire cette citadelle afin de protéger la ville des invasions ennemies. Donc, il décide d'installer le fort en hauteur. Comme ça, on peut voir des troupes arriver de loin. En plus, les fortifications suivent les reliefs du site. Vauban fait extraire les pierres qui composent la citadelle directement sur place. Bref, on utilise les richesses qu'on trouve ici. C'est très astucieux et ça permet de faire des économies. Remarque Léo. Bah, pas tant que ça en fait. Près de 1000 ouvriers travaillent pendant 8 ans à la construction du fort. Si bien que le chantier revient cher. Très cher. Si cher que le roi se demande si les murs n'ont pas été faits en or. S'amuse Ariane. Attends, le nom de l'architecte, c'est Vauban, c'est ça ? Questionne soudain Daphné. Tandis qu'Ariane acquiesce, Daphné ouvre le sac que Léo porte sur son dos. Elle y glisse délicatement le coffret et extrait son carnet à dessin. Elle tourne les feuillets et s'arrête sur une page. Elle a trouvé. Il lui semblait bien que ce nom lui disait quelque chose. Le prochain ingrédient n'est autre que la plume de Vauban. Une plume ? Voilà qui est bien curieux. C'est un ingénieur, pas un oiseau. Rapidement, Ariane la détrompe. La plume, c'est l'ancêtre de notre stylo. Sauf que la citadelle est vraiment étendue. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Daphné va devoir se mêler aux soldats, peut-être même leur demander de l'aide pour trouver la plume. Et tant pis si son allure interpelle. En parlant de discrétion, plus bas, juste à côté du puits, cela s'agite. Un homme, coiffé d'une lourde perruque blanche et entouré d'une cohorte de personnes, vocifère comme s'il donnait des ordres. À pas de loup, Daphné, Léo et Ariane quittent le chemin de ronde pour se rapprocher. La jeune architecte le reconnaît. Vauban, c'est lui. Ariane a déjà vu son portrait, et ce gros grain de beauté sur sa joue gauche le rend parfaitement identifiable. Il finit par tourner les talons et se dirige vers ce qu'Ariane connaît comme le logement du gouverneur. Il y entre seul, puis claque la porte. La foule se disperse. C'est leur chance. Daphné avance vers le bâtiment, suivie de près par Léo et Ariane. Elle toque doucement sur le ventail. Pas de réponse. Ariane l'imite en frappant plus fort. « Entrez !» annonce sèchement la voix à l'intérieur. Ariane pénètre dans la pièce, suivie par Daphné et Léo. « Ça, par exemple !» s'étonne Vauban. « Des enfants, mais vous n'avez rien à faire là. C'est une enceinte militaire. » Il se tourne vers Ariane. « Madame, emmenez vos marmots loin d'ici, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces accoutrements ? Ce n'est pas jour de carnaval. » Ariane se plante devant lui, les mains sur les hanches. « Monsieur Vauban, avec tout le respect que l'on vous doit, ce n'est pas une façon de s'adresser aux gens. D'ailleurs, pour votre information, ce ne sont pas mes marmots, mais des enfants que j'aide dans une quête de la plus haute importance. » L'ingénieur reste interdit. Oh, ça lui a coupé le sifflet, murmure Léo. Une quête ? Ah, si c'est une quête, c'est différent. Je me dois de vous apporter mon aide.
mais aussi de vous présenter mes excuses. Seules les personnes les plus nobles et méritantes sont choisies pour de telles aventures, j'en suis certain. Comment puis-je vous aider? Eh bien, si vous voulez bien, il nous faudrait votre plume. Explique Daphné en se tordant nerveusement les doigts. Ma plume? Celle qui est là? Demande-t-il en désignant l'objet sur la table à côté de l'encrier. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire qu'elle entre dans la composition d'une potion. Une potion pour mettre fin à une terrible malédiction. Celle qui a pétrifié mon père. Une malédiction, une potion. Oh, tout ça n'est que sorcellerie. Certes, mais nous ne sommes pas des sorcières et des sorciers, seulement des enfants qui veulent retrouver leur père. Et leur oncle. D'accord. C'est vrai que vous n'avez pas l'air de mage. Tenez, voici ma plume. Dit-il en la tendant à Daphné. Autre chose? À peine a-t-il terminé sa phrase qu'un grand coup de vent s'engouffre par la porte et balaye la pièce. Catastrophe, la plume s'envole! Daphné crie un remerciement à Vauban et s'élance à sa poursuite, talonnée par Léo et Ariane. C'est comme si la plume était douée de sa propre volonté. Dès que Daphné s'en approche suffisamment pour la saisir, elle s'élève dans les airs. Même Ariane, avec ses grandes jambes, ne parvient pas à mettre la main dessus. Bientôt, la plume traverse la muraille comme par enchantement. Craignant que ses yeux lui jouent des tours, Daphné s'arrête et palpe la pierre pour ne rencontrer que le vide. Ce morceau de mur n'est qu'une illusion. Il y a de la magie dans l'air. Elle fait signe à Ariane et Léo de la suivre avant de foncer droit devant elle pour émerger dans une galerie secrète. La plume, elle, continue de volter. Elle passe devant une torche sous laquelle pointe une flèche. Sur le mur, on peut lire « Vers la forge et les jardins ». Léo, Ariane, vous pensez que c'est un nouvel indice? Demande Daphné en continuant de courir. Je pense. S'exclame Léo hors d'haleine. Quelque chose me dit que nous allons quitter Besançon, mais où allons-nous? Une chose est sûre, nous devons rattraper cette plume. C'est un ingrédient de la potion. Pour découvrir le prochain lieu que Daphné et ses amis exploreront, tu peux répondre à cette charade. Mon premier est le présent du verbe faire, à la troisième personne du pluriel. Mon deuxième est un pronom réfléchi. Mon troisième est l'organe qui permet de sentir les odeurs. Est-ce que tu as une idée? Indique-la en commentaire. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!